Dès l'instant où la possibilité apparaît que l'esprit n'est peut-être pas local, qu'il n'est pas simplement là-dedans, mais s'étend un peu plus loin, jusqu'où peut-il aller? La réponse est, il va partout. Il est connecté à l'univers entier. Et nous devrions réellement commencer à raisonner en termes de connexion universelle. Nous vivons avec un esprit distribué. C'est un peu comme si l'on regardait un océan avec des vagues qui apparaissent de temps en temps. Comme si nous identifions chaque vague à un individu. Il semble séparé des autres, mais à un niveau plus profond, il est en fait connecté à l'ensemble. Ceci est un message très important transmis par la nouvelle science. Elle nous dit que nous sommes un, littéralement unis, malgré le fait que nous semblions séparés. La connaissance nous montre qu'il est stupide d'être violent et de ne pas aimer parce que nous sommes reliés. Nous faisons partie du monde. Nous ne sommes pas simplement des observateurs passifs. Nous créons le monde. Chacun de nous a un degré minuscule, mais collectivement, cela prend une ampleur considérable. Le monde est une construction de la conscience humaine. Notre planète est un énorme réservoir d'eau, à partir duquel s'épanouissent toutes les formes imaginables de la vie. Et chaque organisme vivant est en son noyau également un plus petit réservoir d'eau. Les technologies modernes nous permettent d'explorer le cosmos en profondeur. Et, sur ces lointaines planètes, la première quête de l'homme est toujours celle de l'eau. Il ne peut pas y avoir de vie sur Terre sans eau. Et la grande question est s'il existe une vie comparable sur d'autres planètes, ce qui serait impensable sans la présence d'eau. Maintenant, nous savons que les premiers organismes vivants sont apparus dans l'eau. Bien plus tard, ces organismes se sont adaptés à l'environnement terrestre. Je ne pense pas un instant que ce soit le fruit du hasard. L'homme, selon son âge, est composé de 70 à 90% d'eau. Pour maintenir ses fonctions vitales, l'homme adulte boit quotidiennement plus ou moins 2,5 litres d'eau par jour. Dans son bain ou en prenant sa douche, il absorbe encore 1,5 litre d'eau. Mais avant d'arriver dans nos logements, l'eau parcourt un trajet aussi long que difficile. Avant, le bon sens voulait que les gens s'installent là où se trouve une source naturelle d'eau. Aujourd'hui, cela n'a plus aucune importance, car l'utilisation de la haute pression permet de transporter l'eau sur des milliers de kilomètres. Dans la nature, l'eau suit harmonieusement des courbes, en serpentant sensuellement. Alors que dans un réseau hydraulique, l'eau tourne des centaines de fois à angle droit. À chaque détour et changement abrupt de direction, la structure naturelle de l'eau se détériore peu à peu. Quand l'eau du robinet arrive chez nous, après avoir traversé tout un réseau hydraulique, elle présente plusieurs cristaux de formes diverses. Mais leurs structures sont toujours déformées. Voilà à quoi cela ressemble. Les cristaux s'assemblent d'une façon chaotique, sans esthétique ni aucune symétrie. L'eau qui stagne dans un système de chauffage central est inanimée et croupie, sans un processus vitalisant. Elle aspire ou absorbe l'énergie des gens, des plantes et des animaux qui y habitent. Elle leur vole cette énergie. On sait que dans la plupart des grandes villes, l'eau courante est stockée dans des circuits fermés. Après des processus agressifs d'épuration chimique et de filtrage puissant, elle revient dans nos maisons en gardant en mémoire les produits chimiques qu'elle a croisés et la violence qu'elle a subie. Mais la pollution la plus terrible est celle des informations que l'eau absorbe en passant par des tuyaux longs de plusieurs kilomètres et des milliers de maisons et d'appartements. Nous polluons spirituellement l'eau, et nous le faisons de plus en plus. Pourquoi? L'eau s'approprie toute la jalousie, les soucis et le stress qu'elle croise. Nous déversons tout sur l'eau. Elle est presque morte quand elle arrive enfin à nos bouches. Ce n'est pas par hasard que l'eau est mentionnée dès les premières lignes de la Bible. Quand il s'agit de décrire la création du monde, de la vie et de l'homme, l'eau y est irrémédiablement associée avant toute autre chose. Comme toutes les sculptures qui étaient déjà présentes dans la boule d'argile, l'eau contenait les principes ou concepts de tous les futurs organismes vivants qui allaient apparaître. Mais le démarrage de n'importe quel processus nécessite d'abord une impulsion, un déclencheur. Les sages de la haute antiquité
croyaient que cette impulsion consistait en une étincelle divine, qui aurait inscrit dans l'eau la séquence du développement futur. Toute l'histoire de l'évolution en fournit des preuves. Toute forme de vie, de la simple bactérie au mammifère, aspire à sa propre perfection. La science ne découvrira sans doute jamais le processus précis par lequel Adam a été créé. Mais le Coran évoque que l'eau y a joué un rôle central. Les savants devraient observer de plus près la façon dont l'eau interagit et se combine avec d'autres molécules. Au niveau moléculaire, l'eau détermine la structure de l'ADN et des protéines. Nos corps ne fonctionneraient pas s'il n'y avait pas d'eau. C'est exclusivement dans l'eau que chaque graine et chaque embryon commence sa vie. Le liquide amniotique est essentiel dans le développement et la conservation de l'embryon. Cette eau l'enveloppe et contient, comme un programme d'ordinateur, toutes les informations biologiques. Et c'est uniquement dans l'eau elle-même que l'on peut modifier un tel programme. D'après les observations de la science moderne, la structure de l'eau contenue dans chaque être humain est identique à la structure de l'eau de l'endroit où il est né. Voilà pourquoi nous gardons tout au long de notre vie un lien intrinsèque avec l'endroit où nous sommes nés. Les concepts de patrie ou d'origine iraient donc bien au-delà des valeurs poétiques ou anthropologiques, puisqu'ils contiennent également en eux une réalité physiologique. Il n'y a pas de zoo identique dans le monde. En frayant sa voie vers la surface terrestre, à travers minéraux et roches, l'eau absorbe les vibrations du sol, ainsi que l'information des particularités biologiques et énergétiques spécifiques à cet endroit. Nous avons analysé l'eau en bouteille que l'on peut acheter dans le commerce. Les fabricants nous assurent que cette eau est la meilleure du monde. Et les étiquettes en attestent. Mais cette eau est vide et morte. Il est vrai qu'elle a bon goût, qu'elle est propre et qu'elle a été enrichie en minéraux. Mais elle est morte, car elle n'a aucune énergie, aucune vie. L'homme aurait bien du mal à distinguer l'eau de source naturelle de l'eau artificiellement filtrée. Mais n'importe quel animal, lui, choisira irrémédiablement l'eau de source, car elle est chargée d'énergie naturelle. L'eau aurait une mémoire. Les expériences réalisées aux quatre coins du globe ont confirmé que l'eau a la capacité de recevoir et d'enregistrer l'empreinte de toute influence extérieure, mémorisant tout ce qui se passe dans son environnement proche. Toute substance qui entre en contact avec l'eau y laisse donc une trace. Nos ancêtres ne l'avaient-ils pas deviné quand ils transformaient l'eau ordinaire en eau curative en utilisant des récipients en argent? À ce jour, l'eau structurée ou dynamique est le meilleur antibiotique qui soit, à tel point que l'armée américaine a utilisé cette eau en Irak et en Afghanistan. Il suffit d'une molécule sur 100 millions de molécules d'eau potable pour détruire tous les germes présents dans une plaie. Le président des États-Unis utilise de l'eau structurée pour se désinfecter les mains. Alors, je me suis interrogé, comment est-ce possible? En enregistrant les informations, l'eau acquiert de nouvelles caractéristiques. Pourtant, sa composition chimique reste intacte. Dans un premier temps, on s'est penché sur la composition chimique de l'eau. Mais à la surprise générale, cela n'a abouti à rien. Car la composition chimique importe bien moins que sa structure. Quand on parle de la structure de l'eau, on parle de l'organisation de ses molécules, de la façon dont les molécules de l'eau s'agroupent entre elles. Ces agrégats d'atomes sont appelés clusters, et les scientifiques ont supposé que les clusters agissent en quelque sorte comme les cellules de la mémoire, où l'eau enregistre ce qui l'entoure, telle une bande magnétique.
Les gens ne se doutent pas que l'eau change lorsqu'on allume la lumière, ou que, sous l'influence d'un champ électrique, l'eau peut changer. Nos recherches actuelles vont dans cette direction. De toute évidence, l'eau reste de l'eau. Mais sa structure, tout comme un système nerveux, réagit à chaque irritation. Les instruments modernes ont permis de mesurer que chaque cellule de mémoire de l'eau, de la taille d'un micron, contient 440 000 tables d'informations. Et chacune de ces tables peut enregistrer son propre type d'interaction avec l'environnement. Prenons un exemple célèbre de la Bible. Quand Jésus a transformé l'eau en vin, il ne l'a pas changé. Il n'y a rien ajouté non plus, mais lui a conféré une caractéristique absolument particulière. Nous avons réalisé de nombreuses expériences en exposant des échantillons d'eau à diverses influences, diverses forces, telles que des champs magnétiques ou électrostatiques, diverses substances, ou encore à des émotions humaines. Il est alors apparu clairement que ce sont les émotions humaines, positives ou négatives, qui représentent la plus importante de toutes les influences. Dans le laboratoire du professeur Karatov, des expériences ont été menées sur l'influence des émotions humaines sur l'eau. Un groupe de personnes devait projeter vers un récipient d'eau des émotions positives en se concentrant sur l'amour, la tendresse ou l'affection. Ensuite, on a remplacé les récipients et on leur a demandé de se concentrer sur des émotions négatives, telles que la peur, la rancune ou la haine. Après cela, on a analysé l'eau contenue dans les deux échantillons. Et en effet, l'eau s'est modifiée selon le type d'émotion. On a remarqué que les émotions positives, comme l'amour, augmentent les niveaux énergétiques de l'eau et la stabilisent, alors que les émotions négatives, comme la haine, les font baisser, provoquant des changements radicaux dans l'eau. Aujourd'hui, les technologies modernes permettent de structurer l'eau artificiellement. Les germes de soja, dont les graines ont été traitées avec cette eau structurée, révèlent une émission photonique 6 fois plus élevée que des germes traités et arrosés avec de l'eau ordinaire. L'utilisation d'une eau structurée réduit les délais de maturation des légumes et multiplie leur valeur nutritive. Si on compare les germes traités à l'eau structurée, ils étaient longs, réguliers et forts. En revanche, ceux qui n'étaient pas traités étaient courts, fins et fragiles. On constate que les plantes issues des graines qui ont été traitées sont mûres, tandis que les légumes dont les graines n'ont pas été traitées sont encore verts. Le lien entre cette eau et la croissance des légumes et des fruits est donc établi. Pour l'irrigation des plantes, le recours à l'eau structurée permet d'économiser 20% d'eau, alors qu'aucun engrais n'a été rajouté ni dans le sol ni dans l'eau. Seule sa structure est modifiée. Entre-temps, les scientifiques peuvent expliquer comment cela se passe. Par contre, ils n'ont pas encore de réponse à la question « Pourquoi cela arrive-t-il ?» L'équipe de recherche du professeur Korotkov a mis au point un appareil permettant de mesurer l'énergie contenue dans l'eau. Il a été conçu sur la base de l'effet Kirlian. Toute substance placée dans un fort champ électromagnétique émet un halo lumineux. Plus l'énergie d'un objet est forte, plus sa luminescence est vive. L'eau du Venezuela va être comparée avec de l'eau potable du robinet. On peut dire que cette eau du Venezuela n'est pas 2 ou 3 fois, mais 40 000 fois plus active. Bref, nous sommes en présence de 2 liquides fondamentalement différents. Cette eau a une forte influence sur tout l'organisme, sur tout le système nerveux. Ce qui expliquerait pourquoi là-bas, où nous étions, les populations indiennes, malgré leur dénuement, vivent très vieux, sont si épanouies, et qu'ils refusent en bloc l'arrivée de la civilisation. Depuis des siècles, la médecine orientale traditionnelle utilise les vibrations et la résonance de l'eau à l'intérieur du corps humain. La prise du pouls indique si la tonalité de la résonance est bonne. Et peu importe que le pouls soit fort ou faible. Ainsi, un médecin expérimenté fait une lecture énergétique de l'organisme, avant d'établir un diagnostic et de prescrire un traitement. Nous ne soignons pas avec l'eau, car l'homme est principalement constitué d'eau. Le patient doit simplement réciter les mantras afin de réajuster la mauvaise eau en lui, la structurer. Si l'on ignore encore tout de ces mécanismes,
Il convient de constater que toutes les religions, qu'elles soient chrétiennes, musulmanes ou juives, invitent à prononcer des prières avant de manger ou à bénir la nourriture lors des fêtes religieuses. Avons-nous jamais songé aux origines de ces pratiques communes à l'immense majorité des religions? Pourquoi la science a-t-elle attendu si longtemps avant d'essayer de comprendre ce qui était une évidence chez nos ancêtres? Dans toutes les confessions et dans toutes les langues, la fréquence des vibrations d'une prière se situe autour de 8 Hz, ce qui correspond à la fréquence des vibrations du champ électromagnétique de la Terre. Voilà pourquoi la prière pourrait donner à l'eau contenue dans tous les aliments une structure harmonieuse. Nous avons aujourd'hui une petite idée de la façon dont cela se passe, grâce à une structuration spécifique des clusters d'eau, des molécules d'eau. D'où le conseil pratique de toujours se mettre à table de bonne humeur. Et surtout, de ne jamais partager un repas avec des personnes mal intentionnées ou agressives, car cela pourrait entraîner un impact négatif sur notre santé. Selon de vieilles légendes chinoises, l'ermite taoïste Chang Chun est connu pour avoir souvent rencontré Gengis Khan pour de longues conversations. Un jour, alors que le pays était terrassé par une épidémie inconnue, le souverain de Beijing demanda à l'ermite de protéger le peuple. L'ermite se mit à prier, et l'épidémie s'estompa. En réponse aux nombreux remerciements, l'ermite répondit simplement « La prière, en elle, est vide. C'est la foi, le fait de croire qui la remplit. » C'est exact. C'est cela qui est déterminant. Justement, nombreux sont ceux qui croient que la pensée, ou disons une intention, peut être transmise à l'autre. Et c'est tout à fait possible. Par la prière, par exemple. Vous pouvez transmettre une intention à l'eau. Pensez à Lourdes et sa source qui guérit. On trouve cette phrase formidable dans les Saintes Écritures. « Rien ne sera impossible à celui qui croit. Si nous avons la foi d'un grain de moutarde, nous devrions nous sentir capables de demander à une montagne de se déplacer et elle le fera. » Bien sûr, le déplacement de la montagne est ici une métaphore qui nous aide à comprendre la puissance de la foi. Dans tous les livres sacrés de l'humanité, on fait référence à des personnes capables de générer des miracles, grâce à leur foi et grâce à la profondeur de leur connaissance spirituelle. Lorsqu'on asperge d'eau bénite des plantes mourantes ou des animaux malades, ils se rétablissent parfois, ils revivent. C'est un fait. Mais aucun chimiste au monde, ni physicien n'est parvenu à l'expliquer, ou le comprendre. Aucun. C'est le 18 janvier. Dans les églises orthodoxes, on prépare la célébration du baptême de Jésus. 2 carafes en verre sont remplies avec de l'eau ordinaire du robinet. Au petit matin, l'une des deux est déposée à l'intérieur de l'église, près du récipient d'eau bénite qui connaîtra le sacrement de la bénédiction. Chaque année, croyants et non-croyants se précipitent dans les églises pour prendre un peu de cette eau bénite. On lui attribue des vertus extraordinaires. Et afin de confirmer ou de réfuter cela, les 2 récipients ont été transportés dès la fin du service religieux en vue d'une analyse dans un laboratoire. L'eau subit ensuite une congélation choc dans une chambre cryogénique, puis est observée au microscope. Voici les cristaux de l'eau du robinet, une sorte d'éclaboussure floue et chaotique. Alors que la structure de l'eau qui a été exposée dans l'église a la forme symétrique d'une étoile à 6 branches. Il est notoire que l'eau bénite a une structure très puissante et stable. Cette eau peut transmettre ses caractéristiques. Lorsque l'on mélange 10 millilitres d'eau bénite à 60 litres d'eau ordinaire, l'ensemble aura acquis les caractéristiques de l'eau bénite. Peut-être qu'un jour, les scientifiques nous diront ce qu'est la prière. Peut-être qu'ils nous diront un jour ce qui arrive à la nature humaine sous l'influence de la grâce divine.
D'après moi, ce miracle représentait une influence informative de l'homme sur la structure de l'eau. Afin d'y parvenir, Jésus utilisa sa force spirituelle supérieure. De nos jours, il n'est pas impossible d'envisager d'influencer l'eau de manière à la rendre presque ferme à la surface. Voilà à quoi ressemble une eau chauffée au micro-ondes. Ici, les effets du téléphone portable. Ici, une eau à laquelle on a dit merci. Pardon. Tu me dégoûtes. Bien des peuples ont conservé la pratique de rituels ancestraux, afin d'influencer la météo et les phénomènes atmosphériques. Ces cérémonies passent avec vigilance d'une génération à l'autre, inchangées jusqu'aujourd'hui. Si mes offrandes lui semblent convenables, si j'ai bien choisi le moment et l'endroit, si j'ai récité les mantras correctement et d'un cœur pur, alors le maître de l'eau nous offrira de l'eau. Aujourd'hui, nous considérons ces convictions avec un sourire au mieux, sinon avec mépris, au lieu d'y croire. Mais est-il seulement possible qu'un simple humain, sans l'aide de la haute technologie, puisse modifier un mécanisme naturel, par la seule force de sa pensée? J'étais invitée avec 3 élèves à un mariage, à l'extérieur, devant un musée. Et la plupart des gens, comme moi, n'avaient pas de parapluie. Le ciel était très menaçant et soudain, il s'est mis à pleuvoir. La pluie était là et les quelques parapluies s'ouvrirent. Alors, avec les étudiants, nous nous sommes dit « Méditons pour une amélioration de la météo ». Dans la minute, une éclaircie est apparue dans le ciel et le soleil s'est mis à briller, mais simplement au-dessus de nos têtes. Nulle part ailleurs, seulement au-dessus de nos têtes. En été 1991, il n'avait pas plu en Israël depuis 2 ans. L'eau du seul lac naturel d'eau douce du pays, le lac de Tibériade, avait chuté 15 cm en dessous du niveau critique. C'est alors que 10 000 Israélites se réunirent devant le mur des lamentations pour prier. Au 3e jour de prière, une pluie torrentielle s'abattit sur le pays. Mais peut-on expliquer ce fait comme une simple coïncidence? Le fait de croire au hasard n'a ni un caractère scientifique ni religieux. La science croit au déterminisme, à certaines lois établies. Du point de vue religieux, les conséquences de nos actions sont mises en avant. Le hasard est pour l'homme un moyen de se dérober à ses responsabilités. Et ce n'est pas une exagération. Aucun savant qui connaît la théorie du chaos ne peut en douter. En effet, il suffit d'attendre le moment où le système est dans un état d'instabilité. En phase d'instabilité, la seule pensée suffit et peut modifier tout un système et déclencher le changement. Je ne me rends pas toujours compte lorsque mes propres erreurs me reviennent sous une autre forme. Alors que, par définition, la cause et l'effet forment une unité. Quoi que je fasse de travers, cela me rattrapera. Non pas en tant que punition, mais comme conséquence de mon acte. Au milieu des années 1980, Roger a débuté ses recherches sur un phénomène étrange rapporté par plusieurs autres chercheurs. Ils se sont rendus compte que l'affichage d'appareils électroniques, appelés générateurs de nombres aléatoires, pouvait être affecté par des personnes assises à côté d'eux si ces personnes concentraient leurs pensées sur les machines. Au cours d'une série d'expériences réalisées sur plusieurs années, nous avons découvert que des gens pouvaient modifier le comportement des générateurs de nombres aléatoires très légèrement, mais de manière significative tout de même. Ces générateurs sont des lanceurs de pièces électroniques. Au lieu de déterminer pile ou face, ils choisissent
un 1 ou un 0. Leurs résultats dépendent entièrement du hasard. Roger est arrivé à la conclusion que si une seule personne à proximité de ces générateurs peut en modifier l'affichage, alors les pensées des individus de villes entières pourraient peut-être en faire de même. Pourrait-on utiliser des générateurs de nombres aléatoires pour suivre les pensées de millions d'individus? Voici un générateur d'événements aléatoires portable. C'est le même que celui utilisé dans le projet Conscience Globale. Il est petit, vous pouvez le brancher sur votre ordinateur et essayer de modifier son comportement avec votre esprit. Nous avons mis en place une expérience scientifique basée sur la simple hypothèse que lorsqu'un grand nombre de gens partagent un état de conscience, surtout de conscience émotionnelle, notre réseau montrerait des changements par rapport au hasard habituel. À la fin des années 1990, Roger persuade plusieurs collègues de divers endroits du globe de collecter des données de nombres aléatoires dans leur laboratoire. Le projet Conscience Globale est né. Cette carte montre où se situent les installations du projet Conscience Globale dans le monde entier. Ce réseau mondial fonctionne 24 heures sur 24. Il rassemble des données et les renvoie vers un serveur situé dans le laboratoire de Roger, à l'université de Princeton. Nous analysons les données en temps réel et à chaque seconde, un bloc de couleur apparaît. Le plus souvent, il est petit, mais quand il y a un grand écart avec les données, comme là par exemple, oh, un autre. C'est rare de voir autant d'écarts importants en si peu de temps. À chaque événement mondial d'importance, Roger vérifie si son réseau dévie de la normale. Le plus souvent, c'est effectivement le cas. Les plus grands changements ont eu lieu pendant l'élection présidentielle américaine de 2008. Quand les bureaux de vote ont fermé, les médias ont annoncé qu'Obama avait probablement gagné. Ce graphique correspond au moment de fermeture des bureaux de vote, plus les 5 heures suivantes. Quelque part au milieu, il y a le discours de victoire d'Obama. Nous n'avons jamais été qu'un simple rassemblement d'individus. Nous sommes et nous serons toujours les États-Unis d'Amérique. C'est une forte tendance. Elle monte jusqu'en haut. Il y a une chance sur 1000 pour qu'on ait une telle accumulation d'effets positifs sur un ensemble de données de cette taille. Nous avons mené plus de 340 expériences indépendantes. Si on rassemble les données de ces expériences menées sur 12 ans, on obtient au final une probabilité de 1 sur 1 milliard. Parmi la masse de données collectées par le projet Conscience Globale, une date se distingue de toutes les autres. Nous avons observé précisément les données rassemblées autour du 11 septembre 2001 parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Ce graphique montre les données de la semaine autour du 11 septembre. Au milieu, il y a le 11 septembre et ce petit carré symbolise le laps de temps entre le moment où le premier avion a percuté la tour et celui où le deuxième immeuble s'est effondré. En ce jour funeste, le réseau mondial de Roger a enregistré des données sur les nombres aléatoires, seconde après seconde. Ici, on a une activité qui est déjà différente de la normale et à ce moment précis, à 4h30 du matin, les données changent et la courbe décolle de façon très significative. C'est une aberration dans la marche normale et il se trouve qu'elle est centrée sur le 11 septembre. Et pour être centrée sur le 11 septembre, elle a débuté bien avant que le premier avion ne s'écrase. Nous n'avons aucune explication pour ce phénomène. Le 11 septembre a été la première et unique fois où ce réseau de conscience globale a réagi à un événement avant qu'il se produise. Selon Roger, cela démontre que non seulement la conscience humaine réagit aux événements majeurs, mais qu'elle en fait intrinsèquement partie. Cependant, la nature de cette connexion est encore incertaine. Une des questions les plus difficiles à laquelle nous faisons face, c'est celle du fonctionnement. Est-ce une conscience globale que nous pouvons imaginer, mais pas percevoir directement? Est-ce une conscience globale qui agit comme une prémonition? On ne peut pas dire si c'est l'une ou l'autre de ces hypothèses.
Jusqu'à il y a environ 20 ans, la plupart des scientifiques ignoraient la conscience. Elle ne faisait pas partie de la science. Bien sûr qu'elle existe. La théorie quantique nous donne une vision très différente par rapport à la vieille vision matérialiste du 19e siècle. La conscience est un champ de possibilités. Et je pense que le royaume de la conscience est un royaume de possibilités. Nos esprits sont des systèmes de champs. Je ne pense pas qu'ils soient confinés à l'intérieur de nos têtes. Je pense que nos esprits s'étendent bien au-delà de nos têtes. Parfois, ce sont des éruptions émotionnelles qui entraînent ces conséquences absolument négatives. Je ne crois pas que des émotions aussi négatives soient engendrées lors d'un concert de musique classique. Bien au contraire. Les émotions négatives laissent clairement des traces dans l'eau. Une telle eau peut déclencher une brusque agressivité chez les personnes les plus calmes. Ça peut paraître bizarre, mais les énergies négatives ont plus d'influence que les positives. Ceci est apparemment lié à la sensibilité humaine qui a tendance à les exprimer avec plus d'intensité. Le docteur Emoto a effectué une autre expérience surprenante. Il a mis du riz dans 3 bocaux en y ajoutant de l'eau. Puis tous les jours, et ce pendant 1 mois, il a dit « merci beaucoup » au premier bocal, « tu es un idiot » au deuxième. Quant au troisième, il l'a ignoré complètement. Au bout d'1 mois, le riz qu'on avait aimablement remercié a commencé à fermenter en exaltant une odeur forte mais agréable. Le riz du deuxième bocal a noirci. Le riz qui était ignoré, lui, a pourri. Le docteur Emoto estime qu'on peut en tirer un enseignement important, surtout à l'égard de notre comportement vis-à-vis des enfants. Il faut prendre soin des enfants, leur accorder notre attention, discuter avec eux. Le plus grand mal étant sans doute l'indifférence. Des observations concrètes montrent que la haine ou la colère n'ont pas seulement un impact néfaste sur l'entourage, mais aussi sur nous-mêmes. Dans un sens intellectuel, celui qui a une pensée négative, celui qui envoie une pensée négative, contamine d'abord sa propre eau corporelle, qui constitue 75 à 90% de son propre corps, et lui attribue en plus une charge négative. C'est pour cela que nos petits gestes quotidiens ont une importance capitale. Nos actions déclenchent des conséquences dans la nature et tout l'univers. Les actions d'une personne ont une influence non seulement sur elle-même, mais également sur les autres et sur tout l'univers. Le docteur Emoto affirme que les crimes les plus lourds sont principalement commis à proximité des endroits où les gens profèrent le plus d'insanité. Imbécile. Je te déteste. On a inscrit sur ces flacons remplis d'eau des mots ou des noms de personnes connues. Amour. Espoir. Âme. Mère Teresa. Hitler. Les nombreuses expériences menées par le docteur Masaru Emoto afin de découvrir le mot capable de purifier au mieux l'eau ont finalement montré qu'il ne s'agit pas d'un mot, mais de 2, amour et merci. En 1995, le docteur Emoto Masaru a pour la première fois réussi à démontrer des empreintes musicales sur l'eau. Dans son laboratoire, il lui a littéralement fait écouter de la musique, puis soumis cette eau à une congélation subite.
Au microscope, il a alors clairement pu observer des cristaux formés par l'eau. La musique de Bach ressemble à ceci. C'est l'arie en sol de Bach. Ici Mozart et sa 40e symphonie. Beethoven, symphonie numéro 7. Et du métal. Mes études académiques ne sont pas basées sur les sciences naturelles mais culturelles. Même pour moi, cela reste un mystère d'expliquer comment je suis arrivé à trouver cette méthode. Le mode conventionnel de raisonnement de la science traditionnelle n'était pas suffisant pour pénétrer le monde de l'invisible, tel l'eau et l'ado. Moi, un novice, je m'y suis attaqué, mon absence de crainte m'ayant permis d'y plonger. Il y a 15 ans, je suis rentré des USA avec un appareil de mesure de vibration appelé MRA. Je pouvais, grâce à lui, transférer des informations vibratoires dans de l'eau à microcluster, un type particulier d'eau, et j'ai créé de l'eau Hado. On put guérir de nombreux symptômes de maladie grâce à cette eau. Plus de 10 000 personnes furent traitées ainsi. Le concept de l'eau pouvant guérir à elle seule fut dur à accepter par beaucoup de gens, en particulier les médecins. La capacité de l'eau à conserver de l'information avait déjà été avancée par certains savants radicaux, mais cela restait à prouver. Je me creusais la tête chaque jour pour trouver une réponse. C'est grâce à ce livre que le docteur Emoto s'intéressa à l'étude des cristaux d'eau gelée. J'y ai appris qu'il n'y a pas deux flocons de neige identiques. J'ai pensé, oh, des flocons de neige. La neige, c'est de l'eau. Si la neige fait des cristaux, alors l'eau doit aussi en faire lorsqu'elle est congelée. C'est ainsi que débuta l'étude des cristaux d'eau congelée, sans néanmoins obtenir de succès instantané. Les 2 premiers mois furent durs, mais nous savions que nous pouvions réussir. J'ai persévéré avec M. Ishibashi, qui a pris les photos actuelles. Finalement, environ 60 jours plus tard, nous obtînmes notre première photo réussie. J'étais tellement ému. J'ai versé des larmes de joie. Alors, comment se transmettent les vibrations? Je crois que c'est par l'eau. Les cristaux hexagonaux représentent la force de vie de Mère Nature. En conséquence, l'absence de cristaux hexagonaux peut être interprétée comme un signe que les forces de vie ont été corrompues énergétiquement dans cette région. C'est une des choses que nous avons apprises durant les 8 années passées. La musique est une vibration. Si nous exposons de l'eau à de la musique, sa structure cristalline changera. Connaissant les principes fondamentaux, cela ne doit pas surprendre. Je pense que la musique a été créée pour ramener nos vibrations à leur état intrinsèque. Par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, le Japon est passé par une dure période, son peuple souffrant comme jamais. C'est ce qui a engendré beaucoup de changements positifs durant cette période. Chaque région, chaque communauté a sa propre histoire. C'est dans la nature humaine de créer de la musique qui réajuste les vibrations distordues par l'histoire. C'est pourquoi j'ai la conviction que la musique est d'abord une forme de thérapie avant d'être un art. J'ai conseillé beaucoup de gens malades, 15 000 environ, en utilisant un appareil à Hado appelé MRA. Nombreux ont été guéris et sont mentionnés dans mes livres. Beaucoup demandent encore mon aide actuellement, mais tous ne peuvent pas venir ici. Certains vivent loin, d'autres sont des enfants dans des hôpitaux. C'est alors que j'ai pensé à utiliser des photographies pour extraire de l'information. J'ai demandé à ces patients de m'envoyer leurs photos. Très confiant, j'ai pu obtenir des informations sur eux et créer de l'eau, Hado, sans leur présence physique. Ceci a aidé à guérir beaucoup de gens. Parfois, pourtant, je ne peux même pas obtenir de photos, comme dans la plupart des cas urgents. Mais je continue à vouloir traiter cet enfant ou cette personne. Cela m'a fait penser que si des photos pouvaient fournir des informations, peut-être que le nom des patients aussi. J'ai mesuré l'ado à partir du nom d'un patient et ai constaté que cela fonctionnait.
C'est là que j'ai réalisé que les mots retenaient de l'information vibratoire. J'ai alors essayé de soumettre l'eau à des mots écrits. Je pensais que l'eau pouvait avoir la capacité de sentir les vibrations et nous donner des réponses. Le premier mot que nous avons testé avec l'eau fut arigato, merci en japonais. Il en résulta la formation d'une magnifique structure cristalline. A l'inverse, voici ce qui arrive lorsque l'on expose des mots négatifs à l'eau tels qu'idiot, dans ce cas. Ou la phrase « Tu me rends malade, je vais te tuer ». De beaux mots se manifestant par de beaux cristaux. En nous apparaissant sous sa forme cristalline, l'eau nous laisse voir le pouvoir caché derrière les mots. Dans certains cas, l'eau produit de magnifiques cristaux hexagonaux, alors que dans d'autres, pas du tout, ou des cristaux déformés. Qu'essaye de nous dire l'eau par la cristallisation? Personnellement, je crois que Mère Nature est à la racine de tout. Tout ce qui est en accord avec Mère Nature se manifeste par une magnifique structure hexagonale. Tout ce qui ne l'est pas n'en fait pas. Je crois que c'est peut-être le message que l'eau essaye de nous transmettre en s'utilisant elle-même comme médium. Il est important pour l'eau autour de nous de ne produire que de beaux cristaux hexagonaux. Imaginons une simple expérience. Prenons un homme et de l'eau. De l'eau contenant différentes informations. Si on injecte cette eau à cet homme, son corps va s'approprier ces informations. Et cela peut changer l'état, le caractère de cet homme. Comment l'eau structurée va-t-elle influencer le sang humain? Un médecin prélève un peu de sang à cette patiente. Grâce à une simple goutte d'hémoglobine et un microscope, il peut savoir dans quel état se trouve son organisme. Ce sont des globules rouges. Ils se sont agglomérés car ils ont perdu leur charge électrique. Ils se sont empilés comme une pile de monnaie, en cycle décadent. On observe ici un amas de symplastes. Les symplastes sont une des 3 voies de transport radial de l'eau dans les tissus. Concentrés, ils sont liés aux arrêts cardiaques, à l'arthrite, aux maladies des poumons et à d'autres pathologies qui pourraient sévir à l'avenir. Le médecin propose à la patiente de boire un peu d'eau structurée. Après 12 minutes, le médecin analyse de nouveau son sang. Comme vous le voyez, les cellules sont mobiles et devenues lisses. Elles ont récupéré leur charge électrique et peuvent ainsi assurer le transport sans perturbation de l'oxygène dans le sang. Du coup, le pH du sang s'est également normalisé. Je suis simplement étonnée de voir ce qu'une simple prise d'eau peut faire. Einstein avait bien écrit « Je voudrais connaître l'intention avant la création de l'univers. Tout le reste n'est que détail. Mais je voudrais vraiment savoir comment il a créé ce monde. » Tout commence dans l'eau.
Dans un sens, on peut dire que absolument tout trouve son origine dans l'eau et que tout y trouvera sa fin. Dans toute civilisation, pour se présenter devant les dieux, l'homme doit être propre. Dans toutes les religions du monde, l'eau est considérée comme un intermédiaire entre l'homme et son créateur. C'est pourquoi il existe des rituels de purification dans toutes les religions. Lorsque l'on se penche sur les références à l'eau dans les Saintes Écritures, on découvre que l'eau est souvent liée à l'idée de purification. L'exemple le plus éloquent est celui du récit du baptême des Israélites dans la rivière du Jourdain, au temps du prophète Saint Jean-Baptiste. Le baptême dans la rivière était un symbole de repentance, d'un retournement intérieur, dont l'immersion dans la rivière en est l'accomplissement. Dans l'Église chrétienne, le baptême a valeur de sacrement. Mais alors pourquoi est-ce un sacrement? Parce que cela reste finalement caché à nos yeux. Un mystère assez difficile à décrypter vu de l'extérieur. Qu'arrive-t-il à la personne au moment du baptême? Tout ce que l'on sait, c'est que l'énergie divine, donc la grâce en termes religieux, se transmet à l'homme. L'histoire de l'humanité a connu de très nombreuses guerres de religion. Mais notre expérience nous a démontré que l'eau réagit à l'invocation de mots à contenu religieux, en formant des cristaux harmonieux et beaux. Cela pourrait signifier que la conception de notre nature est en accord avec toutes les religions du monde. Prière chrétienne. Prière bouddhique. Prière musulmane. C'est une période très difficile de l'existence sur notre planète. Nous avons labouré et cultivé toutes les terres possibles. Et nous avons perdu 33% de la couverture végétale dans le monde par la déforestation, ainsi que la moitié du plancton océanique. Tous ces problèmes se répercutent aussi sur l'eau. Durant les dernières années, la température des courants d'eau froide sous le Gulf Stream a chuté d'1 degré. Au cours des 9 dernières années, la vitesse de la fonte des glaciers du Groenland a été multipliée par 3. Pendant les 30 dernières années, la force destructrice des ouragans a doublé. Le nombre de catastrophes naturelles augmente constamment. En 10 ans, de 1973 à 1982, 1500 catastrophes naturelles ont été recensées sur la planète. De 1983 à 1992, il y en a eu 3500. Et de 1993 à 2002, 6000. Lors du tsunami en Asie du Sud-Est en décembre 2004, 226 000 personnes sont mortes ou portées disparues. Sans compter plus de 500 000 sans-abri. Les inondations en Europe en octobre 2005 ont laissé 200 000 personnes sans abri. Lors de la tempête Katarina en 2005, 1300 personnes sont mortes à la Nouvelle-Orléans et 200 000 morts à Haïti. Durant ces 30 dernières années, presque 4 millions de personnes sont mortes au cours de catastrophes naturelles. Plus de 4,5 milliards de personnes en ont été des victimes directes. Demandez aux passants dans la rue si l'activité humaine a quelque chose à voir dans l'augmentation du nombre de catastrophes et de leur force destructrice.
Je pense qu'ils vous répondront oui. C'est bien une conséquence de l'activité humaine. Je suis convaincue que tout ce qui arrive en ce moment dans le monde, que ce soit les tsunamis, les étranges phénomènes naturels, le terrorisme et la peur qui nous envahit, tout cela est dû à la manière de vivre malsaine de chacun de nous, loin du bon sens. Certainement un effet corollaire de la mauvaise santé de l'eau, de la contamination de l'eau. Le phénomène de la mémoire structurée permet à l'eau d'enregistrer tout ce qui se passe autour d'elle, mais de relier tous les systèmes vivants entre eux. Chacun d'entre nous est alors le maillon d'une chaîne infinie de transmission de l'information. En outre, chacun d'entre nous est receveur de ces transmissions d'informations, mais également une source d'information. Chacun de nos mots, de nos actions, de nos pensées et de nos émotions se détache de nous pour rejoindre cet environnement énergético-informatif. Ainsi, une pollution d'informations empoisonne l'eau, s'accumulant couche après couche dans sa mémoire. Et si ce processus continuait immuablement, l'eau risquerait un jour de devenir folle. Heureusement, elle a la faculté de se purifier. Cela se produit au cours des phases de transition, lorsqu'elle se vaporise, puis se condense et retombe sous forme de pluie, ou encore quand elle gèle avant de fondre. À ces moments-là, l'eau se débarrasse du poids d'informations inutiles et retrouve ses aptitudes propres, c'est-à-dire son programme en faveur de la vie. Le système de l'univers a été créé par l'absolu, par la source qui a produit tout ce qui existe et toutes les manifestations matérielles. Chacun d'entre nous conserve en lui une partie de l'eau de l'océan originel. Chacun de nos mots est comme une goutte d'eau et porte la pensée en offrant une source d'information. Et quand nous retournerons à l'absolu, ce devrait être avec amour et gratitude. Betreten